Nivat, c'est à moite. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Mes chers cons, mes chers patriotes, mes chers compatriotes. Humoriste de génie en près de 30 ans de carrière, Laurent Gérard est devenu la figure incontournable de l'imitation en France. Toute la musique que j'aime. En 3 décennies, il s'est imposé comme le plus grand caricaturiste de son temps en brocardant les personnalités les plus influentes. Bonjour, c'est Johnny. Aujourd'hui, les imitations sans limite de Laurent Gérard tendent un miroir à peine déformé de notre époque. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Je gagne de l'argent en massacrant en avant. Si Laurent Gérard est devenu l'imitateur préféré des Français, c'est qu'au-delà du mimétisme vocal et physique parfait de ses plus célèbres victimes, avec Carlan, c'est du sérieux. Mais revenons à mon gouvernement, j'ai pas envie de parler de ma vie privée. il s'est servi de leur voix, qu'elles soient personnalités politiques ou stars de la chanson, pour dénoncer les travers de la société. J'imagine que les historiens, lorsqu'ils voudront un jour essayer de comprendre les personnages et les situations, auront grand profit à découvrir les imitations réalisées par Laurent Gérard. Avec la techno, on a trouvé encore plus con que le rap. Il n'y a même plus de paroles. C'est en quelque sorte un caricaturiste de notre époque. C'est-à-dire qu'il arrivait à montrer les faiblesses, les failles, les aspérités de celles et ceux qui nous dirigent. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur. Et du coup, je suis soulagé. Et ça fait du bien de soulager, de se retrouver sans charge, déchargé, soulagé. C'est tout dans le rapport. Ah bon, c'est tout dans le rapport. Quelques années après la disparition de Thierry Leluron, Laurent Gérard se révèle dans les années 90 le digne héritier de celui qui lui avait ouvert la voie en défiant le pouvoir en place par des sketchs acerbes d'une audace inédite. Ce sont des types qui ont des petites gueules d'ange auxquels on pourrait faire entière confiance et qui balancent des énormes vaches. C'est parce qu'aujourd'hui, dans la chanson, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux à nous regarder. Bonjour les morts. C'est pour ça que ça a été aussi vite, parce que la France entière a dit tout d'un coup « Ah oui, d'accord, mais le Luron... Ok, mais là, il y a quand même un phénomène, là. » Le déambulateur, on le voit pas à l'écran, hein? Eh ben, on va pouvoir y aller. Certains le prenaient très très mal. Je me souviens avoir des coups de fil du chef de cabinet Édouard Balladur au Premier ministre qui le prenait moyen. T'as oublié les restas, Kerdru. Il est pas là, le nouveau Sinatra, celui qui a la coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson et qui est tatoué comme une porte de WC. Matt Pokora! Véritable enfant de la télé, Laurent Gérard n'aura de cesse de parodier le petit écran sans jamais se censurer pour mettre au grand jour les failles des émissions les plus emblématiques de notre époque. Donc en prime, cette charmante panthère pour tout achat au magazine de l'objet. Vraiment, j'ai courbé le dos pour me faire taper dessus, il n'y a aucun doute, bon. Aujourd'hui, chers amis téléacheteurs, je vous propose un objet très utile pour la famille, pour les loisirs, pour son chez-soi, pour son quotidien, bref, un objet qu'on peut utiliser tous les jours. Outre la drôlerie, à sa manière, Laurent Gérard est une sorte d'historien du présent. À l'aube de ses 50 ans, Laurent Gérard revient pour la première fois sur 3 décennies d'imitation et de parodie et dévoile les dessous d'une œuvre affranchie, ancrée dans son époque. Parce que c'est notre projet! Et tu as une petite copine à l'école? Oui, j'ai une copine. C'est qui ta copine? C'est la maîtresse. On a vraiment été des sales gamins qui balançaient des boules puantes, quoi. Et ça, c'est intéressant, c'est de pouvoir encore s'amuser. De 1991 à aujourd'hui, voici près de 30 ans d'histoire de France, vue par Laurent Gérard. Je veux dire, je suis très content de venir dans cette émission parce que je sais, Pascal Sevran, Mick Michel, que vous avez un cœur. D'ailleurs, je vais passer faire la quête tout de suite après. Et que moi, modestement, parce qu'Enrico est toujours d'une grande modestie, modestement, je suis un petit peu l'ambassadeur de la paix. Je chante la paix, je suis pour la paix, comment on appelle ça? Un gardien de la paix, voilà. Ce 17 décembre 1991, un jeune prodige de l'imitation fait ses débuts à la télévision dans La Chance aux chansons.
Laurent Gérard n'a alors que 24 ans et c'est Mick Michel, une vedette de cabaret, qui a choisi de l'inviter. Sa première apparition se déroule donc sous les yeux de son animateur star, Pascal Sevran, réputé pour mettre à l'honneur des anciennes gloires du music-hall et leurs chansons désuètes. En ce temps-là. Sevran, c'est un grand courtisan qui a eu la chance d'exploiter une veine qui était la veine des seniors et des super seniors. Mick Michel m'avait dit écoute, je suis plus trop dans le métier, mais je passe de temps en temps chez Pascal Sevran. Je chante Le Gamin de Paris, parce que c'était sa chanson fétiche. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. J'avais dit, ben voilà, je voudrais faire avec le pianiste plusieurs voix sur Le Gamin de Paris. Un gamin de Paris, les petits gars, m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Ce qui m'a frappé par-delà la performance de l'imitation en elle-même, c'est la manière d'entrer dans la psychologie, dans le personnage, et d'en faire une caricature, évidemment, qui fasse rire. Et ce jour-là, justement, Pascal Sevran apparaît comme une victime idéale pour l'imitateur. Pascal Sevran, c'était vraiment la star des après-midi. C'est gentil, Philippe Gérard. C'est comme ça que vous appelez? Non, Laurent. Laurent Gérard. Il avait parfois la réputation d'être un petit peu rentre-dedans, mais c'était tout à son honneur. Je crois qu'il disait les choses, il était franc. T'es trop posé, sois plus naturel, trop posé. Faut renverser des verres, faut être plus naturel. Il faut dire qu'à l'époque, Pascal Sevran a la réputation d'être caractériel et de multiplier les coups de colère hors antenne. Pourquoi tu veux aller là? Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Ça suffit, pourquoi tu veux aller là? Pourquoi tu veux aller là? D'habitude, t'es toujours là. Non, non, ça va très bien, c'est le bon profil, si je suis comme ça. Il tenait à ce qu'il ait son profil. Il avait un profil, il paraît que tout le monde en a un. Moi, je sais pas si j'en ai un, en tout cas, bon, pour regarder. Mais bon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Lui, il était très attaché à ça. Il était très maniaque et très perfectionniste. Ah oui, il était capricieux. Oh là, il était colérique, capricieux. Il avait un côté roi soleil, attention. D'ailleurs, on parlait de la cour de Sevran. Alors après, vous vous pliez ou vous pliez pas. Bonjour, je suis content. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. L'orchestre trop fort, je peux te parler. Sevran n'était pas très commode à la télévision. Il fallait être carré. En même temps, il avait un ego surdimensionné, Pascal. Là, je suis complètement gris, complètement vert. Regardez dans le poste, là. Vous voyez, regardez là. Cette tristesse immense. Ça va sur moi. La fille en noir. Impossible pour Laurent Gérard de passer à côté d'un tel personnage. Dès ses premiers spectacles, il frappe un grand coup en parodiant sans retenue la star des après-midi. On est bien. Bonjour, c'est Pascal Sevran. On est bien. On est bien parce qu'aujourd'hui, dans la chanson, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux à nous regarder. Bonjour les morts. Alors, on est bien. Et puis, on a un orchestre de jeunes aujourd'hui. Il s'agit du grand orchestre de Franck Sonotone et ses déambulateurs, qui a fait les plus grands bals de la LVF et qui va nous faire jaser, qui va nous faire swinguer, c'est comme ça qu'on dit Tintin, tout au long de cette chance aux chansons. Nouvelle saison pour la chance aux chansons. Profitez-en, la saison, ça sera la seule chose nouvelle. Sinon, vous retrouverez nos vieilles chanteuses et nos figurants qui s'emmerdent. Que il est déjà très méchant, quoi. C'est ça qui est formidable. Ce qui est formidable dans l'aventure de Laurent Gérard, et c'était un peu l'aventure qu'avait vécu le Lion, c'est que ce sont des types qui ont des petites gueules d'ange auxquels on pourrait faire entière confiance et qui balancent des énormes vacheries. Yvette Choquy, souvenez-vous, elle nous avait rasé avec ses chansons pendant la guerre. Elle l'avait été d'ailleurs aussi après, à la Libération, une intime de Maurice Papon. Et puis Tony Connat qui nous présentera son 78 tours. Le dernier, oui, Tintin. On a reçu beaucoup de courriers, me dit Tintin. Oui, c'est vrai, j'ai reçu 3 lettres, dont 2 au crayon. C'est pas simplement se moquer des petits travers, de nos phrasés. Il a la dent dure.
C'est quelqu'un qui est pétri de vraies valeurs. C'est donc quelqu'un qui déteste les faux-semblants, les étoiles filantes, les fausses valeurs, les petits roquets de la télévision, les petits marquis, les petits arrogants. Il les déteste. Et alors, il s'en moque en faisant rire le public. Je me souviens d'un spectacle, c'était justement des sketchs sur les animateurs télé. Eh bien, c'était violent, mais drôle, drôlement violent. Si la chance aux chansons est le rendez-vous incontournable de l'après-midi, celui du dimanche et de l'info est 7 sur 7 présenté par l'iconique Anne Sinclair. Chaque dimanche, ces interviews rassemblent jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. 7 sur 7, c'était le grand rendez-vous, le grand tête-à-tête de la télévision française, avec une présentatrice de référence, de légende. Anne Sinclair était cette espèce d'icône, les gens se prosternaient pour passer dans l'émission. Mais après plusieurs saisons, l'émission d'actualité dominicale, reconnue pour son exigence et ses interviews politiques rigoureuses, devient le rendez-vous prisé des vedettes. Au bout d'un certain temps, il a fallu faire un peu d'audience, donc il a fallu un peu ouvrir le champ des invités. Et on est sorti de la politique. Anne Sinclair s'est adressée à des personnes qui portaient une autre parole, venant de la société. Je pense à Patrick Bruel, parmi tant d'autres. Patrick Bruel, bonsoir. Mais nous, on aimait bien se moquer des incontournables, on aimait bien déboulonner les statues un peu. Moi, je me souviens que ça nous inspirait beaucoup, mais il fallait s'accrocher parce que le niveau était assez haut, quoi. Et au début des années 90, Anne Sinclair reçoit même le chanteur le plus populaire de France, Johnny Hallyday. On va regarder l'actualité de la semaine ensemble, on est un peu en retard. L'événement n'échappe bien sûr pas au regard acerbe de Laurent Gérard qui, avec la complicité de Virginie Lemoine, sa partenaire à l'époque, offre une parodie sans concession. Bonsoir, vous n'ignorez pas que j'adore recevoir des stars à 7 sur 7. Elles sont souvent plus agréables à regarder que nos hommes politiques. En tout cas, elles m'assurent un excellent audimat. Alors ce soir, je reçois la star incontestée du rock français. Il est connu internationalement, surtout en France. Johnny Hallyday, bonsoir. Bonjour, c'est Johnny. Johnny, vous lisez beaucoup les journaux. Vous êtes frappé par un événement spécifique dans l'actualité. Vous savez, Anne Sinclair, finalement, je lis beaucoup les journaux de ma femme. Okapi, par exemple. Mais surtout, Laurent Gérard soupçonne Anne Sinclair d'entretenir une certaine connivence avec plusieurs de ses invités, comme Guy Bedos, qui ne fera pas moins de 5 fois l'émission. Voilà, c'est bientôt l'automne. Et vous, alors, Anne Sinclair, ça va? Le mari, les enfants Je vois que rien de ce qui est profondément sérieux ne vous a échappé cet été. Moi, je suis étonnée que vous ne m'ayez pas parlé de Brigitte Bardot, de son âne et de son dégoût de Saint-Tropez. Bon, ils étaient plutôt copains, hein, Guy Bedos avec Anne Sinclair, donc ça se voyait. Et je crois que c'en était presque un petit peu, pas ridicule, mais on voyait cette complicité. L'âne est un animal très expressif. On dit bandé comme un âne. Non, mais vous avez voulu m'attirer sur ce terrain, Anne Sinclair. Et ben voilà. Elle le chargeait pas trop, et lui, il pouvait dire n'importe quoi. Elle rigolait. Je crois que c'était parti de là. C'est une histoire privée entre cette âne et cette femme. Elle lui a fait couper les couilles. Moi, à la place des hommes qui sont passés dans la vie de Brigitte Bardot, j'aurais un frisson rétrospectif quand même, hein, parce que... 7 sur 7 était une émission qui était réputée pour son conformisme. C'est-à-dire, Anne Sinclair n'était pas un brûlot. Alors que c'était annoncé avec une musique, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être des confrontations. En fait, il n'y a pas de confrontation. Non. Grâce à lui, ce 7 sur 7 sera un véritable festival, car c'est un homme dont le génie n'a d'égal que la modestie. Je suis heureuse de l'accueillir sur ce plateau. Guy Bedos, bonsoir. Bonsoir, Anne Sinclair. Ça promet, ça commence très fort. Remarquez, je dis bonsoir Anne Sinclair, j'aurais pu dire comment ça va, Madame Strauss-Kahn. Irrésistible. Et on n'en avait pas forcément rajouté. Je crois que la caricature ne veut pas forcément dire qu'on grossisse le trait au point de caricaturer à outrance. Parfois, ils se caricaturent eux-mêmes. Oh, mais les législatives, mon cul! L'isoloir n'est ni plus ni moins qu'un chiotte où l'électeur va poser son bulletin comme on pose sa merde. C'est bien vu. Il n'y a donc aucun candidat qui n'est grâce à vos yeux Oh, mais les candidats, mon cul! Oh, nous sommes
sont tous des trous du cul et les gonzesses des salopes. Toutes des salopes. Vous avez dit que ce serait un véritable festival. Il ne faut pas oublier qu'un imitateur est là pour dénoncer les travers d'une société, plus que pour passer des messages. C'est vrai que je m'en bats les couilles. Ça pousse de tous les côtés. Et pourtant, je vais pas péter. Alors, En fait, Laurent Gérard, comment vous expliquer? Il n'aime pas la connerie. Enfin, il s'en amuse, mais il n'aime pas ça. Enfin, je veux dire, il dit qu'à un moment donné, chacun doit rester à sa place. Et quand quelqu'un commence à dire n'importe quoi, ça, il aime. Ça, il dit, tiens, il y a un truc de nouveau, il faut que je l'exploite. Et peu à peu, Laurent Gérard va aller encore plus loin. Il va même s'attaquer à un fait divers qui met en cause la star présumée intouchable du cinéma français et au passé quelque peu sulfureux, Yves Montand. C'était de notoriété publique. Enfin, je veux dire que c'était un homme qui avait des aventures, pour pas employer un autre terme, mais de Marilyn Monroe à quelques autres. Alors, quand l'existence d'une prétendue fille cachée de l'acteur est révélée 3 ans après le décès d'Yves Montand, Laurent Gérard va s'engouffrer dans la brèche. C'est assez sordide, mais c'est vrai que ça a amusé ça a amusé le tout Paris, quoi. Dans le quartier bien Laurent Gérard n'a peur de rien et puise dans le répertoire d'Yves Montand. Le public se souvient, la chansonnette, tiens, tiens. Et rebaptise son succès Ma chansonnette en Ma zigounette pour retracer les déboires de l'acteur. La la la, mine de rien, elle a fait du tintouin. Ma zigounette, même si j'ai disparu, toutes mes histoires de cul font les manchettes de la presse pourrie, comme ici Paris. De gala à voici, tout le monde se réjouit d'une pauvre fille paumée qui se faisait passer pour ma fillette. Laurent, et je suis toujours admiratif par la façon dont lui capte les instants, capte l'histoire. Donc ma chansonnette, ma zigounette, bon, on va pas faire un dessin. Et à chaque fois, il attrape quelque chose qui est une vérité de chaque artiste. Avoir une fille cachée, c'est emmerdant, on l'a bien pardonné à Mitterrand, elle aussi marchait bien, sa zigounette, tiens, tiens. J'aimais beaucoup, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que, oui, la chanson pouvait un peu choquer. Mais tant mieux. La la la, oh les cœurs et avec moi tout son cœur. Ma zigounette, car pendant des années sûr qu'elle n'a pas chômé. Ma zigounette, tiens, tiens. Avec sa parodie d'Yves Montand, Laurent Gérard remporte un franc succès en se produisant à l'Olympia à tout juste 30 ans. Mais déjà, une autre imitation va de nouveau faire parler de lui, celle de Pierre Bellemare. Dans les années 90, l'animateur, jusqu'alors réputé pour ses talents de conteur, surprend les Français en important des États-Unis un tout nouveau genre d'émission, le téléachat. Chers amis, bonjour, une très bonne journée bien sûr. Bonjour Maryse. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Nous allons avoir comme invité Maryse au bon truc, une chienne. Oui, bah écoutez, il en faut. Pierre Bellemare est un homme qui racontait des histoires à la télévision. Moi, quand j'étais gamin, avant de retourner à l'école, j'écoutais ces histoires extraordinaires. Et quand le téléachat arrive, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette émission? Chaque fois que l'on va acquérir l'une de ces sélections, l'un de ces objets, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en prime, nous offrons à chaque acheteur une panthère tachetée comme celle que je porte ici, avec des yeux brillants, pour chaque achat au magazine de l'objet aujourd'hui. Donc en prime, cette charmante panthère pour tout achat au magazine de l'objet. Voilà donc. C'est vrai qu'il avait toujours une assistante qui était à côté pour s'émerveiller de la démonstration faite d'un objet pour le moins banal, mais qui pouvait devenir extraordinaire. Quand je vous dis que j'ai trouvé une sélection suivante qui va pouvoir faire aller coucher les enfants tranquillement et avec plaisir, avec ce lapin qui mesure 65 cm de haut et qui a des petits cœurs partout, sur les pattes, sur le ventre et sur le nez. Maryse avait également cette qualité formidable
Elle était vraiment d'une sincérité sensationnelle à la télévision et donc tout le monde la croyait aussi. Alors ce lapin, il est câlin, il est doux, il est tendre et il est utile. Il est utile pourquoi? Parce que c'est un coussin d'abord. Hein. Et il est certain que moi, avec ma bouille enfarinée, venant faire du téléachat, c'était le rêve. Vous vous rendez compte, Bellemare, du téléachat, qui vend des aspirateurs. J'ai courbé le dos pour me faire taper dessus, il n'y a aucun doute. Bon. Et ils ne s'en sont pas privés, d'ailleurs. Bon. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, formidable. Le téléachat est en effet une aubaine pour Laurent Gérard et son acolyte Virginie Lemoine, qui ne se privent pas pour livrer plusieurs sketchs parodiques de l'émission culte. Bienvenue à nos amis téléacheteurs, de plus en plus nombreux, il faut le dire. Formidable. Et Marie, un téléachat un petit peu spécial, puisqu'un téléachat estival, un téléachat de fin de saison, puisque quand les beaux jours arrivent, on part en va, hein? En valise? Va? Mais non, on va. En vaseline? Mais non! En vamina? On part en vacances, oui, Marie. je le savais. Pas en vacances. Besoin de vacances. Formidable. Je ne vous le fais pas dire. Je vous propose tout de suite, pour commencer ce téléachat, un très très bel objet. Très très bel objet. Ah, ça c'est beau, Pierre. Très très bel article. Superbe. Oui. Ah oui. Vous pouvez toucher Marie. Je peux toucher? Vous pouvez toucher. Ah oui. Il s'agit, amis téléacheteurs, d'une gainette aquatique. Superbe gainette aquatique, plus connue sous le nom de maillot de bain d'ailleurs. Ah d'accord, c'est ça qu'on appelle un maillot de bain. Regardez. Pierre Bellemare, il avait l'art de faire un roman d'un tournevis. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il s'attachait à des détails. Regardez ce bouton, il suffit de tourner le bouton, et là, le poste de radio, votre transistor, se met en marche. Regardez, un petit cercle maintenant va se dessiner, et là, au milieu de ce petit cercle, il y a un bouton. Et qu'est-ce que déclenche ce bouton? Eh bien, tout simplement, il déclenche des ultrasons. Mais le téléachat, ce qui était important, si vous voulez, c'est dans un objet, il y a des choses essentielles sur lesquelles il faut ralentir. Et puis des choses qui sont des détails sans grande importance sur lesquels, hop, il faut passer vite. Aujourd'hui, chers amis téléacheteurs, je vous propose un objet très 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 utile pour la famille, pour les loisirs, pour son chez-soi, pour son quotidien, bref, un objet qu'on peut utiliser tous les jours. Il s'agit de ce très très bel objet de Pierre Bellemare. Formidable, Pierre. Hein. Et remarquez ce souci du détail, avec cette superbe balayounette. Souci du détail, superbe balayounette dite Linda de Souza. Et ça me faisait hurler de rire. Et c'était ça qui était très très fort. Et Bellemare lui-même a dit qu'il était aussi bon que l'original, même mieux que l'original. Le prix 595 francs. Et on a tous ce chiffre en tête. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Et c'est là où il a été très fort. Il nous reste à dire au revoir à nos amis téléacheteurs. Au revoir Marie. Au revoir, Pierre. Au revoir, chers amis. Et au revoir. Ce qui est formidable chez lui, c'est qu'il a trouvé la formule. C'est la sienne. Hein. Bon, c'est voilà. À chaque fois que je l'écoute, j'entends une imitation différente. Bon, à chaque fois, je m'amuse parce qu'il a choisi la bonne situation. Voilà. Il faut trouver une situation. Et en 1995, la bonne situation, c'est le contexte politique qui offre à Laurent Gérard une fenêtre idéale pour s'attaquer aux puissants de la République. Alors que François Mitterrand termine son second mandat, un duel sans merci oppose deux candidats à la présidentielle. Le Premier ministre en place, Édouard Balladur, et le maire de Paris, Jacques Chirac. Il faut se souvenir qu'à cette époque, c'est vraiment une guerre fratricide terrible qui se passe. On sait aussi qu'à l'époque, il y a quelque chose qui se répand à travers les rédactions, le tout sauf Balladur. Sans doute que Mitterrand n'est pas totalement étranger à ça. Au cœur de cet affrontement terrible, le président en exercice ne se prononce pas. Et dans les alcôves de l'Élysée, on murmure que François Mitterrand soutiendrait même le candidat Chirac. Mitterrand, qui était en cohabitation avec Balladur, avait un faible finalement pour Chirac. Ils étaient assez complices. Je me souviens très bien d'avoir été témoin lors d'une commémoration de la libération de Paris. Et Mitterrand va dans le bureau du maire de Paris avec Jacques Chirac et il discute avec Jacques Chirac.
Et ils vont faire attendre exprès Balladur un peu plus qu'il n'était permis. Comme ça, pour le vexer un peu, pour être dans une relation finalement assez drôle. Laurent Gérard va s'emparer de la rumeur et s'en délecter en étant le premier à détourner des images d'actualité chaque soir devant des millions de téléspectateurs dans Studio Gabriel. J'ai un truc pour faire chier Edouard. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais venir te parler comme ça tout le temps. Moi, je te parle et toi, tu me réponds. Tu acquiesces, des trucs comme ça. C'est bien utile, finalement, de faire ça. Hein? Pour faire quoi? Oui, mais je suis sûr que ça va le faire chier. Il va croire qu'on complote. Mais bon, d'accord, c'est compris. Alors, je ferai des petits signes de la tête quand vous me raconterez vos bêtises. Et puis, comme ça, il croira qu'on discute ensemble. C'est ça que vous voulez? Bon, bah, écoutez, je le fais. Bon, d'accord, je le fais. Alors, on fait comme si je te racontais des trucs intéressants. Et toi, tu dis, bah oui, ça, tu fais des signes de la tête, tout ça. Et comme ça, il va croire l'autre qu'on se dit des trucs. D'accord. Ça va? Oui, c'est bon. Ce soutien caché, ou en tout cas non assumé à l'époque, de François Mitterrand à Jacques Chirac, c'était un secret de polichinelle. Dis donc, ça vient votre truc, là, votre connerie? Oui, ça arrive. Je cherche un truc à dire, quoi, c'est tout. Une petite connerie à vous raconter quand il passait la nuit. C'est pas fastoche, hein? Qu'est-ce qui complote, ces deux imbéciles? Mais Laurent a cette capacité à briser un tabou, mais en le faisant de telle manière que ça ne va évidemment pas prêter à polémique, parce qu'il aura su le faire. Allô, Jacques Chirac, ici Fantomette, celle qui rit et qui pète. Grâce à cette exposition, Laurent Gérard fera trembler les politiques pendant toute la campagne présidentielle. Et maintenant, saucisse, tu vas répéter bien, à haute et intelligible voix, tout ce que je dis. Et si je refuse? Eh bien, je dirai à tout le monde que j'ai trouvé un pan de jartel. Au bout d'un moment, les hommes politiques voulaient plus parler quand ils voyaient une caméra France 2, parce qu'ils avaient la trouille de se retrouver dans nos conneries, quoi. Donc c'était drôle, nous, ça nous faisait rire qu'avec nos petites bêtises, on puisse leur foutre la trouille. Et maintenant, tu dis vive Bernadette qui fait mieux que Fantomette. Merci. Ah non, ça je peux pas. Allô. Le détournement d'image était irrésistible. Et les hommes politiques, certains le prenaient très très mal. Je me souviens avoir des coups de fil du chef de cabinet Édouard Balladur, Premier ministre, qui le prenait moyen. Au quartier général, des milliers de partisans entassés ne contiennent plus leur joie. La foule est de plus en plus impatiente et c'est à... Alors que Jacques Chirac est élu président depuis 1995, Laurent Gérard et son auteur, Jean-Jacques Perroni, décident de s'attaquer à une institution de la Ve République, la présentation solennelle des vœux du 31 décembre. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir et de vous dire les vœux très chaleureux que je forme pour vous, pour les vôtres et pour notre pays. J'aurais aimé qu'on soit accusé d'outrage à chef de l'État, ce qui aurait été notre légion d'honneur à nous, vous voyez. Et surtout, c'était l'idée de départ, on a dit à Jean-Jacques que ça serait génial si on pouvait faire les vœux de Chirac juste avant Chirac. On dit complètement fou, ils vont jamais accepter. Fait inédit, jamais un humoriste n'avait osé défier à ce point le pouvoir politique en parodiant une cérémonie officielle à peine quelques heures avant sa retransmission. Mais eux, ils avaient peur, hein. Moi je me rappelle très bien. Ils disaient, alors là, on va peut-être aller très loin. Alors que la cérémonie est très codifiée, Laurent Gérard et son auteur Jean-Jacques Perroni décident d'être encore plus irrévérencieux en poussant la caricature à l'extrême. On y va? C'est à moite? Les vœux présidentiels, c'est ridicule. On a dit, on va pousser le bouchon assez loin quand même. C'est pour ça qu'on avait mis la dinde, les cuisses écartées, tout le truc, quoi. Mes chers cons, mes chers patriotes, mes chers compatriotes, comme tous les ans, à la même époque, je viens vous présenter mes vœux avant que vous ne soyez tous torchonnés. Je sais que pour cette soirée du réveillon, on bouffe, on picole, on se met minable et on se fout de celui qui cause dans le poste. Alors, je préfère prendre les devants et vous parler avant que vous vous soyez coupé 3 doigts en ouvrant les huîtres. Pour éviter la censure, Laurent Gérard, qui a étudié le cinéma, a une idée. Au caméraman, je lui ai dit, faites un léger
léger travelling. Ce qui fait que s'il y a une coupure, tac, ça sautera. Les émissions étaient enregistrées, donc j'étais chez des amis, je dis, à mon avis, ils ne le passeront pas. Et là, je vois qui passe, le Père Noël est arrivé avec les vœux de Chirac, avant Chirac. Adieu 98, l'année de la bite. Vive 99, l'année de la meuf. C'est vrai que c'était culotté quoi, de le faire. Je pensais. D'ailleurs, c'est Patrice Duhamel à l'époque, qui, chaque fois que je le croise, je dis donc, tu as été courageux. Mais je cause, mais moi aussi, j'ai les huîtres et le pinard qui m'attendent. Alors souvenez-vous, mes chers compatriotes, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Et le lendemain, je me souviens dans les journaux, on parlait beaucoup de la parodie qu'on avait faite, pratiquement plus que du contenu du discours du président de la République, ce qui a flatté un peu notre ego. On était assez contents. Après la diffusion de cette parodie des vœux présidentiels et malgré son impertinence, à la surprise de Laurent Gérard et son auteur, l'Élysée ne réagit pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, Chirac était un grand amateur de Laurent Gérard, et Chirac adorait qu'on le caricature et qu'on se moque de lui. Vive la République et vive la France. Vive Lynn Renault, vive les huîtres. Évolution des mœurs et de la société. Alors qu'à une autre époque, ses vœux auraient provoqué la foudre de son inspirateur, à la fin des années 90, les propos acerbes de Laurent Gérard sont tolérés par les puissants. Alors, Laurent Gérard va peu à peu aller vers une imitation de plus en plus féroce dans tous les domaines. On termine ce journal avec une comédie musicale qui s'annonce déjà comme un grand succès de cette saison. Je veux parler de Notre-Dame de Paris, l'œuvre de Victor Hugo. 16 septembre 1999. Cela fait un an que la France est le théâtre d'un phénomène culturel avec le renouveau de la comédie musicale. Laurent Gérard y voit l'occasion de pointer un business florissant et d'enrichir son répertoire d'imitations avec toute une nouvelle génération de chanteurs. On a été beaucoup tributaires et dépendants de l'actualité qui nous a nourris, en quelque sorte. On a vraiment été des sales gamins qui balançaient des boules puantes, quoi. Le spectacle Notre-Dame de Paris fait l'événement porté par la chanson Belle qui devient le single le plus vendu de la décennie. Mais Laurent Gérard reproche à la comédie musicale d'être tombé dans la facilité en adaptant un classique de Victor Hugo. Quasimodo n'a pas eu droit à sa papouille. L'humoriste se lance alors dans un numéro de haute voltige en reprenant chacune des voix du trio qu'il interprète. Ces trois crétins peuvent se la mettre sous le bras. Elle se fait pas tirer comme ça, Esmeralda. Les bons sentiments se ramassent à la pelle. Et c'est du pognon qui tombe dans l'escarcelle. Victor Hugo doit se retourner sous sa stèle, de voir son roman transformé en bordel. C'est pire que la vérole ou que la varicelle. C'est mieux qu'un laxatif pour aller à la selle. Belle. Ce qui est extraordinaire, c'est surtout qu'il a sorti une chanson qui a passé les époques. Et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est qu'il a le sens de savoir que cette chanson est passée dans la mémoire populaire. Il le sait. C'est ça son génie. Elle s'en balance, cette bouffiasse d'Esmeralda. On nous a beurré l'arrêt avec Starmania. Maintenant, on nous fait chier avec Esmeralda. Laurent Gérard ne laisse rien passer. Et à l'aube des années 2000,
Les victoires de la musique qui existent depuis 15 ans voient-elles aussi l'émergence d'un nouveau genre musical, le rap, qui ne le laisse pas indifférent. de la vie. Et c'est de la bombe, bébé. 113. Tonton du bled. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Un jour, je suis allé aux Victoires de la musique. Et j'en ai vu arriver. Ils arrivaient dans une vieille bagnole. Je dis pas qu'il est anti-rap, mais Laurent, c'est pas son truc. C'est pas son type de musique. Et pour lui, c'est une fausse modernité. Votre album sort le 11 mars, le 11-3. Ouais, le 11. Il s'appelle comment ? 113 fout la merde. Pardon 113 fout la merde. D'accord, bonne soirée. Bonsoir. Vous allez bien. Et il y avait un type qui disait toutes les 2 secondes foutre l'emmerde. On va foutre l'emmerde. Alors, je sais pas, c'était le chanteur, enfin, en tout cas, c'était l'intellectuel du groupe, visiblement. Et voilà, je suis parti du truc, j'ai dit, mais c'est pas possible. On est content d'être là quand même. Faites du bruit là Ouais, 2 ans après qu'on ait eu 2 victoires, justement. 2 victoires, 2 jours avant notre nouvel album aussi. Le 11 mars, 113 fout la merde. Comment 113 fout la merde. Cette nouvelle génération de chanteurs est une source d'inspiration pour Laurent Gérard qui crée un personnage fictif réunissant tous ses clichés dans une parodie des victoires de la musique. Va foutre l'emmerde. Va foutre l'emmerde. Va foutre l'emmerde. Va foutre l'emmerde. On se quoi ça? On se quoi? C'est quoi cette musique de bouffon? On voulait dire qu'on kiffe qu'on vient au victoire de la musique. Pour qu'on puisse s'exprimer, mais qu'on ne donne pas la parole, pour qu'on puisse s'exprimer. On va que chaque année quand on vient, victoire de la musique. C'était la première fois que je faisais un personnage dont je n'avais pas de référence, c'est-à-dire que j'ai inventé par rapport à peu près tout ce que je voyais. C'est concentré en un mot. Vous êtes nominé pour le meilleur album de musique urbaine. Qu'est-ce que c'est la musique urbaine exactement? C'est parce que c'est que la musique urbaine. Bah non. Oh, oh monsieur Million. Qu'est-ce que j'en sais moi, ce que c'est que la musique urbaine? Voilà, c'est nous qu'on est des chanteurs à texte et à bonnet. Sauf que moi j'ai une capuche par-dessus mon bonnet. Comme ça me fait 2 couches pour protéger le cerveau. Il peut apparaître un peu ringard, mais au fond, il est parfois un peu ringard, oui. C'est une ringardise délicieuse. Une ringardise pleine de vertu. À la télé, y'a que des bouffons. C'est pire que la discrimination. Heureusement, on a une mission. Foutre la merde. Foutre la merde. La société, elle est trop lisse. Nous, on veut niquer la police. Faire tout péter feu d'artifice. Artifice de pute, je te nique. Foutre la merde. Foutre la merde. Tout ça, c'est un problème ethnique. La société aussi, ethnique. Mais nous, on veut juste foutre la merde. Foutre la merde, on veut d'en foutre la merde avec toi de la musique. Foutre la merde, on veut d'en foutre la merde. Foutre la merde, tu faux con, la zikme. Bouffon, bouffon, foutre la merde avec toi de la musique. Mais c'est marrant parce que ce personnage-là, ça a pu faire marrer certains rappeurs. J'en ai croisé 1 ou 2. J'avais peur, mais bon. Non. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'avais une certaine tendresse pour ce personnage d'abruti. Autre habitué des victoires de la musique, Patrick Bruel, qui dans les années 2000 va devenir la cible privilégiée de Laurent Gérard pour ses reprises de chansons de l'entre-deux-guerres. Je trouvais que Patrick Bruel avait repris des vieilles chansons, donc on le voyait, il venait avec sa casquette et son gilet, et puis il faisait la guinguette. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux. Alors en plus j'adore les vieilles chansons, donc ça va être très bien, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. C'est un personnage qui est intéressant à parodier. Elle, qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. En 2003, Patrick Bruel élargit considérablement son public avec son album Entre deux, qui lui vaut notamment 2 nominations aux Victoires de la musique. Avec 8 mois passés dans les 10 meilleures ventes d'albums, la star a le triomphe faussement modeste. Merci infiniment, merci à tous.
Je voulais dire que la plus belle des victoires pour un artiste, c'est la possibilité d'exister. Moi, je mesure cette chance tous les matins, cette chance que j'ai d'exister grâce aux professionnels et grâce au public, que je remercie du fond du cœur, qui font de moi un homme heureux et un artiste de plus en plus libre. Merci. Voilà. J'ai pas envie de lui faire de peine non plus. Mais c'est un phénomène. Donc on dit en naturel le phénomène Bruel, etc. Et effectivement, il y avait une espèce de fausse modestie. À mon avis, il doit être très content d'avoir ce succès-là. On est toujours content quand on a du succès. Le succès phénoménal de Patrick Bruel est l'occasion rêvée pour Laurent Gérard de taper là où ça fait mal. Je l'ai. Je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vrai que modestement, cette victoire, je la mérite parce que modestement, c'est la victoire de la maturité. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de maturité. J'ai maturé à mort. Ça se ressent dans ma façon de véhiculer mes idées à travers mes textes qui sont devenus poétiquement et intérieurement dans leur essence même et leur bruelisme très bruelien, modestement toujours. Puis j'ai surtout réussi un challenge incroyable. J'ai réussi à faire mouiller les pisseuses avec mes chansons d'avant-guerre. Je chante tout, le petit vin blanc, Ménilmontant, mon amant de Saint-Jean s'appelle Entre deux. Bonjour madame. Je gagne de l'argent en massacrant en l'amant de Saint-Jean. Et pour ma fierté, je fais couiner même les mémés. À chaque fois que j'ai croisé Laurent, les premières fois que je l'ai croisé, je ne savais pas dans la demi-seconde qui précédait le moment où j'allais m'approcher de lui, si j'allais lui mettre ma main dans la gueule ou l'embrasser. En plus, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si t'avais pas ce succès-là, je ferais pas de parodie. C'est parce que t'as du succès que j'en fais une parodie. J'en avais pas assez de faire mouiller les pisseuses, les minettes. Et pour que mon tableau soit complet, j'ai massacré les vieux succès. Maintenant, je leur fais perdre la tête avec mes vieux refrains mielleux. Une chanson d'amour, et bien que je taboure, je fais du neuf avec du vieux. Autant il y a une certaine tendresse, je pense, quand il imite des chanteurs ou des personnalités, des acteurs, etc., il brocarde des gens qu'il aime bien, malgré tout. Autant avec les politiques, il va avoir un esprit malfaisant, ou en tout cas, évidemment, pas politiquement correct. Il y a quand même des gens qui charrient un peu, si vous voulez. Donc ça va lui donner de la force pour aller très loin. Attention. Impossible alors pour Laurent Gérard de ne pas brocarder l'instigateur des victoires de la musique, Jack Lang, l'éternel ministre de la Culture, qui se distingue aussi pour être à l'origine de la technoparade. D'autant qu'à cette même période, Laurent Gérard imagine qu'il cherche à se donner une image plus jeune pour rester dans le coup. La techno, comme on ne le sait pas assez, c'est une musique qui apporte l'apaisement, qui apporte le bonheur. Jack Lang est un personnage. C'est d'abord le grand ministre de la Culture des années 80 de François Mitterrand. Il initie la fête de la musique, il faut descendre dans la rue avec son instrument. Écoutez, déjà, il gagne la phrase la plus drôle de l'année. Mais si vous voulez, c'est un monsieur qui vieillit avec tout le monde et qui en même temps est de plus en plus branché. Ah, c'est le gars qui est dans le coup. Ah ben Jack Lang, c'est la Movida, c'est 81, c'est le renouveau, c'est la lumière qui remplace l'ombre. Donc je suis dans le coup, je suis in. Et ben ça, évidemment, Laurent, il ne l'a pas raté. Je vous rappelle que je suis l'inventeur de cette gigantesque cacophonie ambulante. Puis j'aime la grande, la belle musique, hein, la pure, celle qui donne la chair de poule, ces basses qui font boum boum en faisant vibrer le limaçon au fond de l'oreille interne. Il m'imagine en fête permanente. Je lui ai dit plusieurs fois, mais ça ne sert à rien, je ne suis pas en fête permanente. Je suis un travailleur obstiné, laborieux. Alors un jour, il m'a dit, je ne vois pas pourquoi vous faites aller dans toutes les fêtes.
Je suis casanier et avec Monique, nous refusons toujours toutes ces invitations. Bon, je soupçonne quand même d'y aller de temps en temps. Bonjour, c'est Jacques. Il est vrai que depuis 1981, on ne voit que moi. Il y en a même qui pensent que je suis encore ministre de la Culture. Comme vous pouvez le constater, tout était prétexte au rayonnement culturel et intellectuel du génie français dont j'étais le modeste représentant avec des événements comme la fête de la musique, où chaque 21 juin, l'été est gâché par une minorité qui emmerde une majorité. Et aussi, la technoparade, quelle grâce, quelle légèreté. Avec la techno, on a trouvé encore plus con que le rap. Il n'y a même plus de paroles. Bon, cette année, il y a eu encore plus de chars musicaux, plus de musique faite à la presse hydraulique, plus de têtes de nœuds, des gouines, des tarlouses, des rollers, de l'ecstasy. Mais c'est drôle parce que Jacques Lang l'a vu 10 fois sur scène, 10 fois il l'a pancardé devant lui, et 10 fois Jacques Lang s'est marré. J'aime qu'on susurre à mon sujet. Ça m'excite quand on susurre. On susurre que je pourrais être dans les prochains prétendants à la candidature pour la présidence de la République. Et c'est vrai qu'à gauche, je ne vois que moi. Non mais Jacques Lang, on devrait lui payer un repas, nous autres les humoristes, un repas par an parce qu'il nous a fait vivre très longtemps, si vous voulez. Il était tellement allumé, tellement hors du temps, tellement décalé. Et il a tellement d'humour. Voilà un garçon, Jacques Lang, on s'est tous foutus de lui. Il n'a jamais eu un mot désagréable. C'était du style, mais continuez, plus on parle de moi, plus j'aime ça. Pourquoi m'offusquer alors que le plus souvent c'est d'une drôlerie extrême? Il faut accepter. Quand on est un personnage public, inévitablement, on vous caricature, on vous moque, on vous met en boîte. En 2002, et alors que Jacques Lang n'est plus aux affaires culturelles, la France va vivre un des événements politiques les plus marquants de son histoire. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation. En se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen bouleverse tout l'échiquier politique. Dès lors, le leader du Front National occupe largement l'espace médiatique. Il devient un incontournable des émissions politiques et des journaux télévisés. Moi, je pense qu'une partie des... Retour à la politique avant de terminer ce journal. Pour autant, la stratégie de communication adoptée par Jean-Marie Le Pen est de reprocher à la télévision que les médias ne lui donnent pas la parole. Vous n'êtes reçu en toute équité, vous le savez bien, Jean-Marie Le Pen, puisque ce sont les règles et que nous les observons tous, en tout cas tous les médias. Oui, d'accord, mais vous voyez bien, les téléspectateurs voient bien que je n'ai pas le même temps d'antenne que M. Jospin ou que M. Chirac, qui sont pourtant devenus de simples candidats d'après leur propre dire. Pendant de nombreuses années, la première chose qu'il faisait dans une interview, c'était de souligner qu'il n'était jamais invité. Ce qui est largement faux, parce que les médias étaient trop contents de faire des grandes audiences en le faisant venir. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. On a peu l'habitude de vous interroger sur les problèmes de politique étrangère. Aujourd'hui, on ne m'interroge pas assez souvent. L'attitude du leader du Front National inspire à Laurent Gérard une parodie au vitriol plus vrai que nature. Fin observateur, il crée une imitation d'une confondante précision qui reprend la gestuelle et les caractéristiques physiques propres au leader d'extrême droite. Moi, je me souviens, surtout, je l'avais chopé à l'heure de vérité à l'époque. Les hommes politiques arrivaient sur ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Et lui, il arrivait comme ça. Tel un taureau qui va rentrer dans l'arène, et c'était assez effrayant. Je tenais effectivement à remercier la télévision française de m'avoir si souvent invité, afin que je puisse m'y plaindre d'ailleurs de ne pas y passer. Désormais, à cause de l'omerta dont je suis victime, découlant directement de procédés bolcheviques tramés par la nomenclatura médiatico-socialo-politique partisane, inféodée d'ailleurs au grand capital apatride levantin, eh bien, on ne me voit guère sur le petit écran à l'heure de la soupe. M'a-t-on vu chez Monsieur Darvor? Nine. M'a-t-on vu chez Madame Borloo? Nine.
M'a-t-on vu chez Madame Kouchner au Creil? Nine. M'a-t-on consacré tout un vivement dimanche? Renine. Je sens le gaz ou quoi? Impossible désormais d'arrêter Laurent Gérard et encore moins quand il s'agit de politique. Un terrain sur lequel il n'épargne personne. Laurent n'a aucune complaisance vis-à-vis des hommes politiques, c'est-à-dire que s'il y a matière, il ne les loupera pas. C'est les bouffons de la cour, et les bouffons, comme on sait, disent toujours une part de vérité des choses. Je voudrais tout d'abord... Autre fait marquant à l'époque, plus anecdotique mais qui devient néanmoins une véritable affaire d'État, la surdité de Jacques Chirac. Et d'abord, cette mise au point de l'Élysée. Non, Jacques Chirac ne porte pas de prothèse auditive. En 2003, et alors que l'Élysée dément, on murmure que le chef de l'État serait à moitié sourd. Comment? La France est alors animée par une question, le président Chirac porte-t-il un sonotone? Je crois que c'était ma copine Roselyne Bachelot qui elle-même l'avait confirmé à des journalistes, mais de façon tout à fait naïve, à la sortie de je ne sais quel conseil des ministres. Est-ce que vous confirmez, Roselyne Bachelot, que le président de la République a un appareil auditif? Il me semble que oui. Eh bien, c'est une excellente réponse. Et c'était devenu une affaire d'État. Le président de la République, ce monarque républicain, ne devait pas avoir de faille physique. On sortait aussi des années, encore une fois, Mitterrand, Georges Pompidou. Il y a quelque chose autour de la santé des présidents qui est très tabou encore dans notre pays. Il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair sur leur état de santé. Au cœur de la polémique, et alors que l'Élysée souhaitait minimiser et cacher l'état de santé du président, Laurent Gérard enfonce le clou et va trouver dans cette affaire une nouvelle matière pour caricaturer le président et ironiser sur le tabou de la maladie. Bon, j'ai mes lunettes pour lire mes conneries au prompteur. Ah, mon sonotone. Je me couche. Le déambulateur, on le voit pas à l'écran, hein? Eh ben, on va pouvoir y aller. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président? Hein? Oh non, j'ai pas mal aux dents. Et quelques années plus tard, Laurent Gérard imagine même un entretien avec Jacques Chirac réalisé avec la complicité de Laurence Ferrari, alors présentatrice du journal télévisé et intervieweuse politique. Il m'a présenté tout simplement en me disant voilà, je fais un sketch sur Jacques Chirac, est-ce que tu voudrais faire la journaliste qui m'interviewe? Évidemment, j'ai dit oui, tout en sachant qu'il serait très difficile de garder mon sérieux pendant l'exercice, mais tout de même, j'ai tenté l'affaire. Alors Jacques Chirac, bonjour et Bonjour. merci d'être notre invité. Prendre le thé? Oh non, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt l'apéro. Ça fait des jolies couleurs sur la table. Et puis, ça remet bien le facteur sur le vélo, hein? Allez, santé. Alors justement, à propos de santé, vous avez l'air en pleine forme, vous êtes alerte. Bernadette? Oh non, je l'ai laissée à la cuisine. Elle compte les pièces jaunes, ça l'occupe. Pendant ce temps, elle me lâche la grappe. Parce que, voyez-vous, je dois bien vous l'avouer, je m'emmerde. Ah, mais je m'emmerde à un point, vous pouvez pas imaginer. Je m'emmerde. Et pourtant, Monsieur le Président, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, les Français vous adorent. Et pourtant, j'en branle pas une. Moins j'en branle, plus les Français m'aiment. C'est normal dans un pays de branleurs. On est après les années Chirac, évidemment. Jacques Chirac, à ce moment-là, est plus président de la République. Il a sa popularité qui est au fait, comme tous ceux qui arrêtent la politique et ne disent plus rien. Il y a aussi cette idée-là dans l'imagerie populaire de nos dirigeants, ils sont dans les palais dorés, ils se la coulent douce, ils vivent avec notre argent, avec l'argent de l'État. Donc c'était ça qu'il a aussi attrapé dans ce sketch-là. À la fois la surdité, et puis ce côté... Vous, les élites, vous vivez dans un monde à part, dans un temps à part. Vous ne connaissez pas nos problèmes. On va essayer de revenir à l'actualité et à ma question. Que faites-vous du matin au soir, Monsieur le Président? C'est une bonne question. Je suis obligé d'aller siéger au Conseil constitutionnel. Et là, je croise le vieux daim auvergnat, Giscard, qui a voulu nous faire croire qu'il avait tringlé la princesse. Il y a l'époque, les modes, l'état d'esprit, mais il y a surtout les personnages. Si vous faites défiler ces différents personnages, sans compter les personnages des variétés, Johnny Hallyday et quelques autres, vous aurez, sur le plan, disons, des archives historiques, une anthologie assez extraordinaire quand même.
Johnny Hallyday, justement, célèbre ses 60 ans au Parc des Princes en 2003. Pour l'occasion, la plus grande star française de la chanson se met en scène dans un show grandiose à son image. Si Laurent Gérard a une admiration sans borne pour l'artiste, il ne se prive surtout pas pour le parodier régulièrement, comme lorsqu'il s'amuse de cette entrée sur scène. Johnny était intouchable, oui, bien sûr, mais en même temps, il y a quand même un grand respect dans la façon dont l'imite Laurent. Même si, encore une fois, c'est le principe de la caricature, c'est toujours un peu forcé. Qui aime bien châtie bien. Laurent Gérard va alors accentuer les quelques maladresses de Johnny en interview. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, je l'adore comme joueur, bon, comme beaucoup, bon, j'en connais quelques-uns. Dans le développement articulé de la parole, c'est pas son art préféré. Et d'une certaine manière, il a créé un style de réponse. C'est pour ça que je suis content de faire cette émission. C'est que pour moi, ça me permet de remettre les pendules en place. Alors Johnny, il a une logique bien à lui. Et comme le disait Lucchini, il est comme Thomas Bernhardt, il réinvente des évidences. Mais c'est vrai, il y a ce côté-là. Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Sur scène, Laurent Gérard amplifie ses écarts de langage et les tourne en dérision, allant jusqu'à imaginer le rocker reçu à l'Académie française. Pif, pif. Bonjour, c'est Johnny. Je suis très touché d'être reçu sous la cupole. Et je voudrais d'ailleurs remercier monsieur et madame Académie. Et notamment sa femme, l'Académie, qui est française. Bah oui, elle pourrait être de billard. Et comme petit nouvel arrivant au milieu des bicornes et des habits verts, j'ai préparé un discours un petit mot sur mes chansons de ma vie en chanson, des chansons de ma vie en chanson de ma vie. Et là, un personnage secret, en 2 secondes. Ça m'a fasciné. Et depuis, on va pas se mentir, tout le monde imite Laurent Gérard, qui imite Johnny Hallyday. Il faut dire que tout au long de sa carrière, Laurent Gérard n'a eu de cesse de brocarder l'idole des jeunes. Tout ça pour vous dire que... L'imitateur pousse même le vice en imaginant Johnny Hallyday reprendre des chansons à contre-emploi. Cette chanson que j'ai toujours rêvé secrètement d'interpréter, c'est La bonne du curé d'Annie Cordy. Écoutez bien. Quand je dirais « je voudrais bien », vous répondrez « ouin, ouin, ouin ». Je sens qu'on va bien se marrer. Mais attention, après ça se complique. Quand je dirais « mais je peux point », alors là, vous répondrez aussi « ouin, ouin, ouin ». Enfin, vous répondrez pas « aussi ouin, ouin, ouin ». Hein? Vous répondrez encore ouin, ouin, ouin.
vous répondrez pas. Encore, ouah. Hein? Vous répondrez, ouah, tous ensemble. Comment je vais m'en sortir? Johnny, il a été loin, parce que Johnny, il l'a fait passer parfois pour un abruti. On va dire les choses comme elles sont, c'est vrai, pour le couillon du coin. Mais c'est fait avec presque de l'amour et bizarrement, moi je l'ai ressenti pour avoir vu tous les spectacles. Quand il se moque de lui, on sent pas celui qui règle des comptes. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est rocker comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, ketchup au diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises derrière l'église, je peux point m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je peux point. Si la caricature s'illustre par son impertinence, Johnny Hallyday la prend avec beaucoup d'humour. Mon ami Laurent Gérard. Il invite même Laurent Gérard à chanter à ses côtés sur scène. J'aimerais vous parler. J'aimerais te parler d'une fille. C'est vrai que dans tous mes spectacles, je l'ai imité. Je sais qu'au début, il ne le prenait pas très bien. Puis un jour, on a chanté ensemble et voilà. À partir du moment où on s'est connus, on s'est trouvé plutôt pas mal de points communs. Et moi, ça a été beaucoup plus dur d'ailleurs après de dire des bêtises sur lui. Oui. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer. Vous nous vient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Et voilà. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler. Mais déjà, un autre événement planétaire va entrer dans le viseur de l'imitateur. Le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, le 9 avril 2005. Des images qui vont faire le tour du monde et qui renvoient inévitablement au précédent mariage du prince de Galles. Dans les rues de Londres aujourd'hui, des centaines de milliers de gens. Philippe est le premier gentilhomme du roi. À l'époque, ces cérémonies princières sont commentées dans un style unique par le journaliste star du petit écran des années 70 et 80, Léon Zitrone. Ah, que Philippe a l'air content. Ah, que la grand-mère a l'air content. Philippe est un homme qui sourit rarement, mais je dois dire que là, il sourit et ce geste de la main s'adresse aussi bien aux beaux-parents qu'à la grand-mère, qu'à la foule. C'est lui qui commentait déjà, avec un style inimitable, le mariage de Lady Di et du prince Charles en 1981. Seront-ils heureux? Regardez cette image du voile de Diana sur le tapis rouge. C'est une image qui figurera dans les anthologies de la télévision. Alors, le nouveau mariage du prince Charles et de Camilla est l'occasion rêvée pour Laurent Gérard de faire revivre à sa manière ce monument de la télévision dans une description très personnelle de la nuit de noces du couple. Un, deux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en direct de Buckingham afin d'assister au jubilé de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, ce qui en euros fait Élisabeth 0,30. La Reine d'Angleterre, qui vient officiellement de rendre visite à son grand-fils Charles, afin de lui expliquer que ce n'est pas bien de se taper une vieille comme Lady Camilla, ce à quoi Charles répond du tac au tac, « Fuck you, mother ». Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous allons assister en direct
devant les caméras de Jean-Pierre Spiraud de l'ORTF, à la grande saillie princière. Grande saillie princière durant laquelle Lady Camilla Parker Bowles, nuisette rouge, toque noire, porte-jartel violet, étouffe épilé de frais, va se donner à son Altesse Royale le Prince Charles d'Angleterre, fait de la couronne. Le Prince Charles, string panthère et préservatif à tête de Mickey, assorti aux oreilles. Laurent, on pense que c'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon. Et puis il y a un petit côté gendre idéal. Et puis il est très populaire. Donc on pense que... Mais quand on va au spectacle, on s'aperçoit que... D'abord, c'est un spectacle avec des moments assez scatologiques. C'est une très belle première figure de Lady Camilla qui vient de s'accroupir devant la braguette princière afin d'y sortir le sceptre turgescent. Et c'est un très beau double coup de langue sur la grosse veine bleue. Fameuse turlute royale, tradition séculaire chez les Windsor que de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. On est vraiment dans des choses tout à fait impolies, irrévérencieuses, mais ça, le mot est presque facile. C'est pas du tout quelqu'un qui cède. Parfois, il va trop loin, il le sait. Hein. Tout le monde, disais-je, se recueille. C'est en effet le moment tant attendu de la pénétration. Moi, parfois, il m'arrive, je le vois imiter des gens qui sont mes copains, je dis, mais non, tu vas fort, il me dit, oh, c'est pas grave, on s'est marré quand même. Puisque l'essentiel, c'est ça, c'est de rire. Et pour un bon mot, oui, il est capable d'aller assez loin. Et l'année 2007, vivement marquée par l'élection de Nicolas Sarkozy, va donner l'occasion à Laurent Gérard d'être encore plus corrosif. C'est le 3e président depuis le démarrage de sa carrière. Et le nouveau chef de l'État fait partie de cette génération d'hommes politiques qui a très bien saisi la puissance de la télévision pour communiquer. La question, c'est surtout celle de l'action. Dès le début de son quinquennat, Nicolas Sarkozy utilise même les médias pour se donner une image de président moderne. Le jour où on ne le voyait pas à la télé, on avait l'impression que la télévision était en panne. Et il communiquait en permanence. C'était toujours moi et mon short en train de courir, et moi et mon vélo en train de pédaler. Avec son t-shirt NYPD, New York Police Department. Le personnage de Nicolas Sarkozy inspire à Laurent Gérard la parodie d'une conférence de presse dans laquelle il attaque le président en revenant sur ses promesses de campagne, tout en s'amusant de l'image qu'il renvoie à force d'omniprésence médiatique. Et quand on le voit arriver avec ses Ray-Ban et qu'il se met à courir, ça y est, on a le personnage. On est dedans. C'est une caricature, mais juste, il souligne quelques traits. C'est assez proche de la réalité. En tout cas, de ce qu'on veut nous montrer à l'époque. My name is Z. Sarkozy. Je suis le nouveau James Bond. Ma mission ? Ben, je vais vous le dire. Sortir le monde du spectre de la crise et résoudre tous les problèmes des Français d'ici 2012. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, quelques petits problèmes en France. Moi, je voudrais qu'on en parle. Calmement, sans clapotis. Mais surtout, 2 événements majeurs vont bouleverser le quinquennat Sarkozy. Les Français vivent d'abord le premier divorce d'un président en exercice. Cette fois, la nouvelle est donc officielle, je vous le disais en titre. Nicolas et Cécilia Sarkozy ont divorcé. Puis l'idylle avec sa nouvelle compagne, la chanteuse et mannequin Carla Bruni, puisqu'en cette fin d'année 2007, on suit en direct leurs vacances en Égypte. Main dans la main sur la corniche de Luxor, ils profitent de la nuit qui tombe sur le Nil. Nicolas Sarkozy et l'ex-mannequin Carla Bruni ne cachent plus leur idylle,
escorté par de nombreux policiers en civil. Du pain béni pour Laurent Gérard, notamment après le 4 janvier 2008, date de la conférence de presse durant laquelle Nicolas Sarkozy officialise leur relation. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. Mes chers amis, pendant la campagne, je vous avais promis la rupture. Ben voilà. Il y en a. D'ailleurs, vous avez vu dans mon gouvernement, j'ai plein de femmes. Rama, Fadela, Rachida. Et chez moi, maintenant, il y a Carla. Il n'y a plus Cécilia, mais il y a Carla. Quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, il y a quelqu'un qui m'a dit... Mais encore serait-ce possible alors? Je suis content, on est allé en Égypte. On est la 8e plaie, nous, maintenant, en Égypte. Ils nous appellent. Non, elle est bien. Hein. Bon, j'ai les restes, mais je suis content quand même. Hein. Puis si ça va pas, on verra. Hein. Je prendrai Paris Hilton. Et revenons à mon gouvernement. J'ai pas envie de parler de ma vie privée. Si le quinquennat de Nicolas Sarkozy est marqué par la pipolisation de la politique, c'est également celui des années buzz portées par des affaires de mœurs comme celle qui éclabousse l'équipe de France de football et notamment Franck Ribéry. Et toujours au chapitre police-justice, un nouveau rebondissement dans l'affaire Ribéry. Le footballeur est accusé d'avoir commandé les services d'une escort girl mineure pour son anniversaire. Au cœur de ce scandale, une jeune femme, Zaya, qui a rompu le silence sur les mœurs de certains footballeurs. Zaya devient en quelques jours à peine la plus célèbre escort girl de France, profitant ainsi de l'engouement médiatique pour embrasser une carrière de mannequin et même lancer sa marque de lingerie. Il y a tous les ingrédients pour faire de l'affaire Ribéry un feuilleton à succès, un feuilleton qui va connaître des rebondissements et des péripéties sans fin. Il y a l'argent, bien sûr, l'argent du football, qui se compte par millions. Il y a la notoriété, évidemment, puisqu'il est ultra connu. Et puis il y a le sexe. Et il y a l'affaire Zaya avec cette jeune fille mineure au moment des faits, qui s'avère être une redoutable communicante, une redoutable femme d'affaires, et qui est bien loin de la victime muette que l'on supposait au début. C'était tellement énorme, c'était drôle. Puis ça nous a permis de découvrir Zaya. C'est la dernière fois qu'on avait vu les Bleus réussir à jouer collectif sur un si petit carré de pelouse. Pour aborder l'affaire, Laurent Gérard décide d'emprunter la voix d'une de ses idoles, Fernandel, et transforme sa chanson phare. Félicie aussi. Le choix de la chanson est très habile car elle joue déjà sur des sous-entendus grivois. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Le génie de Laurent Gérard est de conserver l'esprit de la chanson qui devient alors Ribéry aussi. Il livre une version contemporaine encore plus grivoise. Il faisait un temps superbe, elle s'est assise sur l'herbe. Ribéry, oh si, soudain elle se déboutonne sous les arbres qui bourgeonnent. Ribéry, oh si, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Ribéry, oh si, puis elle écarte les cuisses et lui montre sa cicatrice. Ribéry, oh si, afin de séduire la petite chatte,
Il l'emmène dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé, mais lui convertit à l'islam, ne mangea pas de porc comme la dame. C'est truculent, c'est un peu gras, mais ça fait toujours passer un bon moment. C'est ça aussi l'esprit français, c'est la gauloiserie, mais teintée d'ironie. Zaya, en guise d'entrée, voulait manger de l'arrêt. Ribéry, oh si. Le serveur, tout empressé, a balancé la purée. Ribéry, oh si. Son gâteau d'anniversaire, il arriva par derrière. Oh si. Il avait encore la dalle. Elle aimait la tarte au poil. Ribéry, oh si. L'année suivante, une autre affaire de mœurs fait l'ouverture des journaux télévisés. Elle va avoir un retentissement international et chambouler l'échiquier politique français. Une affaire qui anéantit les chances présidentielles du candidat favori de gauche, Dominique Strauss-Kahn. Madame, Monsieur, bonjour. Principale actualité de ce dimanche, ce coup de tonnerre pour la classe politique française, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn hier à New York. L'affaire DSK, c'est une bombe. C'est une bombe. Et toute la France ne parle que de ça. Après, il ne s'agit pas de sourire de cette affaire-là. C'est une affaire qui est grave. On parle d'un viol, on parle d'un futur candidat à la présidence de la République qui se retrouve emprisonné. Donc c'est une affaire qui est lourde, qui est grave. Dominique Strauss-Kahn, KO. Il vient d'apprendre qu'il est maintenu en détention préventive. Ça a été un tremblement de terre. Je ne sais pas si on peut en rire, mais moi, je n'étais pas prêt à en rire. L'affaire Dominique Strauss-Kahn intervient moins d'un an avant la présidentielle de 2012. Dans la sphère politique, la plainte de la femme de chambre de l'hôtel new-yorkais où il résidait est tout sauf un sujet de plaisanterie. Mais Laurent Gérard ne peut passer à côté d'un tel événement, quitte à faire trembler toute une classe politique. Évidemment, c'est une aubaine DSK. Le mec, il se fait serrer comme un bleu dans un hôtel à New York. Et en plus, le gars, il est candidat à la présidence. Le type était tellement énervé du bas-ventre qu'il aura même réussi à sauter une présidentielle. Et ça, pour Laurent, c'était aussi du pain béni. Dominique Strauss-Kahn reste plusieurs semaines à New York aux côtés de sa femme, la journaliste Anne Sinclair. Son retour en France est très attendu et sa première interview en direct aux 20h, le 18 septembre 2011, fait l'événement avec plus de 10 millions de téléspectateurs. Ce sont ce soir vos premières déclarations après l'affaire du Sofitel de Manhattan. Pouvez-vous dire ce soir ce qui s'est passé dans la suite 2806 ce samedi 14 mai? Ce qui s'est passé, c'était une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français. C'était vraiment l'interview à l'américaine, où il expliquait qu'il avait eu une attitude, je crois, inappropriée vis-à-vis de la femme qu'il avait agressée, où il parlait de faute morale. J'ai beaucoup réfléchi. Et cette légèreté, je l'ai perdue. Pour toujours. Le ton de DSK est grave, mais ce qui marque surtout, c'est sa défense. À plusieurs reprises, l'ex-patron du FMI agite le rapport du procureur qui, selon lui, stipule qu'il a été piégé. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur. Le rapport du procureur dit quoi? Ce procureur qui a enquêté, avec des moyens considérables. Donc il s'agrippe en fait comme quelqu'un qui est en train de se noyer à son rapport, il le brandit, il le pose, il le montre, et on voit que toute sa défense au fond elle repose que là-dessus. Et ça, Laurent le saisit tout de suite. Laurent Gérard va alors incarner Dominique Strauss-Kahn dans un sketch inspiré de cette entrevue historique avec la complicité de Virginie Lemoine dans le rôle d'Anne Sinclair.
Pour ajouter une dose de provocation, l'humoriste pousse la parodie jusqu'à imaginer qu'elle le reçoit dans l'émission qui a fait sa gloire, 7 sur 7. Si j'ai accepté cette invitation, c'est parce que je pense à mes enfants, à mes amis, à ma femme. Oui, enfin, ta femme, c'est moi. Tu sais, Anne, je vais te le dire, j'ai commis une faute morale dont je ne suis pas fier. J'ai raté mon rendez-vous avec les Français, et pour moi, la légèreté, c'est fini pour toujours. Mais l'essentiel, c'est ce rapport. Ce rapport du... Oui, oui, Dominique. Quel rapport, alors? Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Qui dit que tout a été inventé, que je n'ai rien fait, que... Dominique, calme-toi. Non, concentre-toi sur ce rapport, pour une fois. C'est ce rapport. Ce rapport qui montre que tout a été inventé, que je n'ai rien fait, que toute cette histoire est un complot. Et du coup, je suis soulagé. Et ça fait du bien de soulager, de se retrouver sans charge, déchargé, soulagé. C'est tout dans le rapport. Vraiment, c'est tout dans le rapport. Écoute, c'est déjà ça, mais dis-moi simplement, est-ce que tu permets que j'y jette un coup d'œil sur ce rapport? Je t'en prie. Non, mais enfin, tu te fous de moi, ça c'est une lettre de Dodo la Saumure avec le nom de ses call girls et les tarifs de ses call girls. Oui, oui. Non, ne le prends pas comme ça. Ne le prends pas comme ça. Dis-moi simplement que tu regrettes. Tu regrettes, n'est-ce pas? Dominique Strauss-Kahn, merci. Si le sketch évoque Dodo la Saumure, c'est que quelques mois plus tard, le sort s'acharne sur Dominique Strauss-Kahn, cité dans l'affaire du Carlton de Lille, où il aurait bénéficié des services du célèbre proxénète. Pour traiter ce nouveau rebondissement, Laurent Gérard va mêler une fois de plus chansons et portraits satiriques des puissants. C'est en utilisant un titre de Serge Lama cette fois qu'il va dépeindre les déboires de Dominique Strauss-Kahn. Ben oui, femme, c'était certain que les SK ça lui allait bien, mais le texte qu'il a mis au milieu, c'est pas du tout le même que dans femme. Hein. Et l'ami, mets ton habit de fête, baisse ta braguette et sors Popol, heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, dans un Sofitel. Dès que t'as des obsédés, ce soir on est les héritiers. Strauss-Kahn, fais-nous voir le ciel. Strauss-Kahn, fais-nous du soleil. Entre guillemets, ça salit un peu la chanson. Mais ça, il faut l'accepter parce que c'est comme ça. C'est le métier qui veut ça. Ils sont pas là pour nous mettre des câlins dans le dos, ils sont là pour nous brocarder. Strauss-Kahn, fais-nous hymnes plus prospères. Youpla, 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 youpla. Dominique Strauss-Kahn évincé, les portes de la présidentielle s'ouvrent à François Hollande. Le président que je serai ressemblera au candidat que je suis. Le 6 mai 2012, le candidat socialiste est élu président de la République avec 51,9% des suffrages. Ce jour-là, c'est dans son fief de Tulle que François Hollande prend la parole. Et là, je vois qu'il a, il a une chute de rein qui est assez similaire avec Ségolène. Enfin, il a un peu le cul en arrière, pour être trivial. Et évidemment, le costume trop étriqué, la cravate de travers, et puis un air un peu ahuri. Et Hollande, c'est vrai qu'au début, il ouvrait grand les yeux et il faisait ça comme ça. Tout en lui est rond, et plastique, et mobile. Donc évidemment, c'était une matière absolument rêvée pour les humoristes. Il avait un côté personnage burlesque. Et c'est vrai que le seul point commun qu'il y a entre Hollande et Sarkozy, c'est que les deux auront donné plus de travail aux humoristes qu'aux Français. Ce soir-là, les mimiques du président inspirent à Laurent Gérard un nouveau numéro entièrement muet et de plus de 5 minutes qui n'aura de cesse d'évoluer au cours du quinquennat de François Hollande.
Il a saisi 4 ou 5 traits qui permettent d'accentuer le personnage. Il a remonté un peu sa manche. Il a mis des lunettes. Il a une veste qui fait une taille de moins que ce qu'il faudrait, qui est un peu rebiquée à l'arrière. Il se tient très cambré. On ne saurait pas que c'est François Hollande, on le reconnaîtrait immédiatement. C'est ça qui m'impressionne dans son travail. Et on sent, il nous retranscrit ce que Hollande pense. Ce côté toujours décalé, pas dans le coup. À côté de la plaque, tiens, il regarde une mouette qui passe, alors que tout le monde regarde entre Obama et Margaret Thatcher, le pape, tout le monde est là. Lui, ah bah tiens, il y a un truc ça. Il y a quelque chose qui se passe, finalement comme une connivence entre Laurent Gérard et le public en disant « Oui, effectivement, François Hollande n'était peut-être pas fait pour le job ». C'est ça ce que ça veut dire. Car l'imitateur ne se contente pas d'imiter l'attitude de François Hollande le soir de son élection. Il tourne également en dérision les formules qui ont marqué sa campagne. Votre volonté de changement. Mais quoi déjà? Mes chers compatriotes, moi, président de la République, ça y est, j'y suis. J'en entends qui disent François Hollande, il ne pourra pas les appliquer, ces réformes. Je l'ai entendu. Vous aussi. Mais moi je dis non. Ou plutôt si. Alors, prenons les problèmes secteur par secteur pour être en prise avec mon courant. Et puis j'entends qu'ils disent que depuis que je suis président, soi-disant je n'ai pas l'envergure internationale, que je ne connais pas les grands de ce monde. Bon, mais oui, mais si. Je connais Merkel, Obama, Yannick Noah. Je sais bien que c'est le père de Joe Wilfried Tsonga, qui fait une belle carrière de mannequin chez Kinder Bueno. François Hollande entame son quinquennat en prenant la présidence normale. Et dès le premier jour de son mandat, il refuse les privilèges. Et l'absence de parapluie lors de sa cérémonie d'investiture devient tout un symbole. Visite marquée, une nouvelle fois, par la simplicité affichée, revendiquée d'un président normal, entre guillemets. Le message de l'île de Saint, c'est qu'il n'y a pas de péril, pas de difficulté. Il ne peut pas faire une sortie sans prendre des tonnes d'eau sur la tête. Il demande même qu'on lui mette pas de parapluie parce qu'effectivement, quelqu'un qui tient un parapluie au-dessus d'un président normal, ça ne va pas. Comme à son habitude, Laurent Gérard emprunte une chanson populaire pour rire de la situation. Et cette fois, il choisit de parodier le répertoire d'Enrico Macias. Il y avait cette... Je dis, ça serait bien quand même de faire une parodie d'une chanson, et je trouvais pas le thème. Mais voilà, c'est l'oriental, parce que j'aimais bien cette chanson. Et on m'appelle l'oriental. Et l'on m'appelle l'oriental. Au regard fatal. Aïe, 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 aïe. Et l'on m'appelle l'oriental. Car moi je suis sentimental. François Hollande, on dit qu'il est normal. Hop, j'ai écrit le normal assez rapidement. C'est comme ça que je vous aime à tous. Et on l'appelle le normal, cheveux bruns et teinture fatale. Et on l'appelle le normal, c'est un président très banal. Il va pas nous faire bien du mal, on l'a surnommé le normal. On critique Valérie, mais lui, il aime sa compagnie. C'est pas sa faute si ça tâche.
depuis toujours un dépôt de vin. C'est vrai qu'il nous fout le cafard avec ses taxes et ses bobards. On l'a surnommé le normal, mais il va nous rester que dalle. Et on l'appelle le normal, c'est l'ex de Ségolène Royal. Et on l'appelle le normal, il lave à la main ses slips sales. Comme tout le monde dit, il a un trou de balle, on l'a surnommé le normal. Dès le début du quinquennat de François Hollande, Laurent Gérard frappe fort et n'épargne pas Valérie Trierweiler, la compagne du président qui, très vite, se distingue par son impopularité. Parler de Valérie Trierweiler, c'est embrasse-moi sur la bouche, quoi. C'est le hatu, on sait qu'elle lui dit embrasse-moi sur la bouche. Donc on se dit que c'était une femme qui était assez dirigiste, on va dire. Elle était là avec Hollande, elle avait l'air de lui indiquer ce qu'il fallait faire. Hollande tendait la main, elle l'attendait à côté, comme si c'était quelqu'un qu'on avait élu. Il avait l'air soumis à côté d'elle, une espèce de gros nounours, de grosses peluches. Celle qui se définit comme la première journaliste de France choque l'opinion en exprimant sa jalousie envers Ségolène Royal dans un tweet où elle soutient l'adversaire de l'ex-compagne de François Hollande aux élections législatives. Là, la bête était forte, la bête était puissante. Alors, on a écrit un show avec Laurent, effectivement, après l'élection de François Hollande, on était dans notre rôle d'aller justement d'aller attaquer ceux qui sont intouchables ou trop puissants. Et là, on est allé au bazooka, on s'est vraiment marré, quoi. On s'est vraiment marré. Pour parodier le couple Hollande-Trierweiler dans son intimité, Laurent Gérard et ses auteurs imaginent la parodie d'une émission réputée pour mettre à l'antenne les problèmes conjugaux, Confessions intimes. Enfin, ça c'est sûr. François, dis-moi immédiatement à qui tu parlais. C'est pas avec l'autre, j'espère. L'autre? Mais quel autre jeu? Alors là, je comprends pas, ma bibiche. C'est ça. Arrête de mentir, sinon je pète un câble et je balance un tweet. Non, ne va pas tweeter. Mais qu'est-ce que je fais encore? Fatigué par les crises de jalousie de sa compagne, François n'en peut plus. Il confie son désarroi face à la caméra. C'est vrai, je l'avoue, je souffre de cette situation. C'est pénible, sans arrêt, des soupçons, des rabranches. Elle surveille mes appels. Moi, je fais tout. Je fais tout pour éviter sa jalousie. Mais ça ne sert à rien. On n'arrive plus à se parler. Il y a même des jours où... Il y a même des jours où je me dis que j'aurais dû rester avec l'autre. En Bons enfants terribles, Laurent Gérard et ses auteurs vont frapper encore plus fort en faisant interpréter à Francis Cabrel une version très particulière de Je l'aime à mourir, rebaptisée Elle devient pénible. Moi je n'étais rien et voilà Valérie prend le destin et l'oseille du pays. Elle me fait frémir. Elle a écrit son nom sur mes cartes de visite et je passe pour un con à chaque fois qu'elle le tweet. Elle me fait courir, j'ai peur qu'elle me vire. Elle a pris mes affaires, le chéquier de l'Élysée, les codes nucléaires et la clé des WC. Je peux plus sortir. Lorsqu'il est dur avec Valérie Trierweiler, en fait, il ne fait que renvoyer ce qui se dit parfois chez les Français, à savoir qu'elle n'a pas de légitimité. C'est dans ce contexte que le magazine Closer lâche une bombe le 10 janvier 2014. Le président Hollande fait la une du journal à scandale qui révèle sa relation avec l'actrice Julie Gaillet. Nous parlerons
parlerons aussi du journal Closer qui fait état d'une relation entre François Hollande et la comédienne Julie Gaillet. Du jamais vu dans l'histoire de la République. Et ce n'est qu'un début, puisque quelques mois après la rupture du chef de l'État avec Valérie Trierweiler, celle-ci publie ses confessions intimes dans le livre « Merci pour ce moment ». Merci pour ce moment, je l'ai lu. On a l'impression que c'est l'hôtel du libre-échange, quoi, ou que c'est un Fédo ou un Labiche. C'est là que j'ai eu l'idée du sketch avec Lucchini. Valérie a dit... Valérie a dit... Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer. Alors quand je dis Valérie, évidemment, c'est Paul Valéry, hein, c'est pas Valérie Trierweiler. C'est pas le même style, hein, on a du très lourd. Parce qu'après avoir lu Nietzsche, La Fontaine, Baudelaire, Céline, je vais vous lire du Trierweiler. Alors vous n'allez pas être déçus, parce qu'elle n'épargne rien. Vous l'avez lu, non ? Non ? Oui. Ah, dommage. Je vous fais les meilleurs passages, c'est énorme. Lorsqu'elle évoque le début de leur relation, elle dit « Un champ électromagnétique s'active entre nous deux lorsque nous sommes en présence l'un de l'autre. » Et c'est vrai que quand on voit François Hollande, on pense immédiatement au champ électromagnétique. C'est énorme. On est dans le Fédo, c'est énorme. Fabrice Lucchini, qui est un génie, qui est un personnage qui est éminemment sympathique et qui a des tirades, des envolées lyriques. Ce qui est drôle, c'est de le confronter à la lecture d'un roman à l'eau de rose, que ce soit Merci pour ce moment, que ce soit les lettres. Et avec ses intonations, tout d'un coup, on est dans l'univers de Lucchini et ça passe. Jamais avare de bons mots, Fabrice Lucchini est incontestablement le trublion préféré des médias, où chacune de ses apparitions à la télévision fait date. Il y a des gros queutards, moi je suis un gros vagabond idéologique. Écoutez, on va faire le point sur le vagabond idéologique. Et puis... Non, c'est parce que c'est parfois des moments un peu compliqués. Non, parce que queutard, tu le places au bon moment. Tu vois, Voilà. queutard, on dit tiens, il parle de sexe. Ben, c'est quand même la base de tout, le sexe. Et vous provoquez ça chez les femmes et chez les hommes. Mais en tout cas, vagabond idéologique, monsieur Delahousse. Ok. Et regardez, une entrée. On avait dit qu'on prolongeait, c'est fou ce que je fais, mais je vais très vite. Il y a l'entrée du trop-heureux. Lucchini, il explose comme ça en plateau. On a tous des souvenirs d'émissions de télé où on le voit. Il le sait d'ailleurs, il joue avec ça. C'est un personnage qui il est cabot pour ça. Rappelle-toi de Berne. La Berne, elle a commencé ingrate et elle réussit. C'est ça le génie de Stéphane Bern. Il est parti avec un physique pas évident, comme moi. Moi, dans mon livre, je raconte que tous les agents disaient « Tu réussiras jamais, t'es pas sexué ». Alors que maintenant, je reçois des lettres, je le raconte dans le bouquin. Je vous adore, je m'endors avec votre voix. PS, j'aime la bite. Je crois que... Donc Laurent se sert du style Lucchini pour lui-même insister sur des trucs qui, dit par Lucchini, se retrouve évidemment dans une deuxième mise en abîme qui est l'abîme humoristique. Non, parce que là, on a du très lourd. Hein. On a le Kerdru. Toujours dans la place, Kerdru. Hein. Coriace. Kerdru, c'est moi. Kerdru. Parce que ça pousse au portillon à France Télévisions. Hein. Les Bern, les Lopez, les Ruquier. Énorme. Il y a des vacheries qui sont un peu gratuites, mais ce qui était plaisant, c'est de pouvoir les dire en direct avec Michel Drucker à côté, qui est formidable, Michel, parce qu'il sait que ça va être horrible. Et Laurent a dit, je lui ai pas donné le texte, hein, parce que là, quand même, il faut garder la surprise. Alors, Kerdru, on a du lourd ce soir. On a du très, très lourd. J'ai fait la liste. Patrick Bruel, Serge Lama, Damo, du très, très lourd. Mais alors, j'ai fait une liste. T'as oublié quand même les grandes restas du showbiz. T'as oublié les restas, Kerdru. Voilà. Je m'attends au pire, là. Par exemple, là, j'ai pris des notes. Il n'est pas là, le nouveau Sinatra. Le nouveau Sinatra, celui qui a la coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson et qui est tatoué comme une porte de WC. Matt Pokora. Ah ben, quand même, il a beau chanter Robin des Bois, c'est pas une flèche, hein.
Lui, il nous a scotché complètement, il nous a cloués. Et puis, il nous a fâchés un petit peu avec beaucoup de certains artistes, de chanteurs, etc. Mais voilà, c'était le jeu. Zaz, elle est où, Zaz? Elle est pas là, l'altermondialiste poilu? La chanteuse écolo qui prend des douches quand il pleut. Elle aime tellement la nature qu'elle trimballe toujours 2 belettes sous les bras. Énorme. On a du très lourd en plus, c'est pas mal parce que donc Gérard, les thèmes sont intéressants. Gérard Policino, si tu pouvais rester une caméra sur Patrick et pas sur moi, ça m'arrange. Oh, il est dans la merde aussi, là, t'inquiète pas. Le plus surpris, c'était peut-être Patrick Bruel à côté, quoi. J'ai dit, ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus. Ils sont pas là non plus, la génération Goldman 2, hein, la génération karaoké après les yéyés, les coucous. Hein, quand on n'a pas de talent, on squatte celui des autres. Alors, On fait un peu ce métier pour ça. On a un côté pollution, quoi. Il faut que ça soit... c'est un truc de garnement, quoi. Amel Ben, t'es pas là non plus. Kerdru, mais qu'est-ce que tu fais, Kerdru, la grande cantatrice du 9-3 élue karaoké d'or? Ah, il vaut mieux être assis à côté de lui, hein. Faut pas partir de dos. Après Fabrice Lucchini, c'est une autre star, cette fois de renommée planétaire, qui va inspirer Laurent Gérard. En 2012, l'événement, c'est le retour de la plus grande chanteuse francophone au monde, Céline Dion. Après plusieurs années d'absence, la diva québécoise, installée à Las Vegas, où elle se produit plusieurs mois par an, est devenue une star mondiale. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à la maison. Je suis tellement contente, tellement ravie de pouvoir passer un moment avec vous, d'être ici en France ce soir. 5 ans loin de la France, vous m'avez manqué bien sûr beaucoup. Depuis la naissance largement médiatisée de ses jumeaux, Nelson et Eddie, les Français n'ont rien manqué de sa vie de maman. Bonjour monsieur. Tu veux parler à ma mère? C'est qui le garçon? À maman. Le petit mini-con. Tu veux parler? Tu parles bien mon amour. Tu dis des beaux mots toi? Ce qui est intéressant avec Céline Dion, c'est que c'est une femme à cœur ouvert. Elle dit les choses. C'est très nord-américain, vous savez, c'est-à-dire il faut parler, il faut se confier. Je pense que j'ai eu la chance de décider dans ma vie d'être un livre ouvert et de tout raconter. Et ça fait que j'ai l'impression que quand je chante, les gens connaissent aussi mon histoire. Alors je ne suis pas qu'une chanson, mais j'ai l'impression qu'on se connaît beaucoup plus que ça. Ils en font presque, on en fait presque un peu trop. Hein. Mais ils sont comme ça. Hein. Et Laurent a très bien compris cela et il s'est appuyé justement, je crois, sur ce travers de Céline qui fait que peut dire mais absolument tout et n'importe quoi avec des choses inaudibles autrement. Bonsoir, je suis tellement content. Bonsoir, je suis tellement content d'être ici avec vous. On ne vous a pas vu depuis très très longtemps. Très longtemps. Toute la France se pose la même question, mais qu'est-ce qu'elle a bien fait pendant ces 4 longues années? Alors? Des enfants. J'ai eu des enfants. Vous n'avez donc pas vu les photos dans la presse? Des jumeaux, mes petits esquimaux. Hein? Depuis l'accouchement des jumeaux, ben, comment vous dire? René, il trouve que ça m'a déformé la boîte à ouvrage. Eh ouais. Il touche plus les bords. Ça vous fait rire, mais c'est bien dramatique. Pour que je ressente quelque chose, il est obligé d'enfiler ses bottes de randonnée. Il en a fait une créature, quoi. Et là, c'était drôle. Parce que il lui arrive pas. Elle parle de sa sexualité. Et c'est ça qui est drôle. C'est cette impudeur qui permet d'aller très loin. Moi, je suis un livre ouvert, hein, je dis tout, là. Les gens ont le droit de savoir. Regardez, ils sont contents. C'est bon, c'est bon. Moi, je suis un livre ouvert. Hein. Non, mais petite Céline, on va passer à la suite, peut-être. Du coup, non, parce que c'est pas fini. Du coup, mon René, il a exigé que je me remuscle le périnée pour qu'on retrouve le diamètre de jeune fille que j'avais, là. Fais pas les choses à moitié, hein. M'a installé un amortisseur de camion dans la... Où ça? Dans la grange de derrière, ça va.
Laurent Gérard s'inscrit dans une tradition très ancienne qui remonte au théâtre de foire du Moyen-Âge, où précisément on se moquait des personnages du moment. Donc il y a quelque chose dans l'art de Laurent Gérard qui est très profondément français, très lié à une tradition. Laurent Gérard se permet tout. Et en 2014, le personnage du moment, c'est Lambert Wilson. Cette année-là, le comédien devient le maître de cérémonie du Festival de Cannes, un rôle qu'il prend très à cœur et de façon très personnelle. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Buonasera. Buenas tardes. Guten Abend. Lambert est comme ça dans la vie. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui est très dévoué à la tâche qu'on lui a confiée. Il était maître de cérémonie, je lui avais dit, fais très attention aux gens du balcon, qui est dans la grande salle du Palais des Festivals, qu'on oublie parfois. Alors il faisait des grands gestes. We live in the most beautiful country in the world, and therefore that everyone should speak our language. So French it'll be tonight. Comme on dit dans le français, c'est apprendre ou à laisser. Le côté que je parle en anglais, ça fait marrer parce que ça me fait toujours marrer quand un Français parle très bien anglais, enfin montre qu'il parle très bien anglais. Je voudrais que tous, maintenant et pour quelques secondes, tous dans cette salle, nous fermions les yeux. Can you close your eyes? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux pendant quelques instants? Pensez très fort au Festival de Cannes. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Alors, vous entrevoyez peut-être une silhouette, un visage. Il est précédé de son parfum, un profumo di donna. Eh oui. Quand vous pensez au festival, c'est bien une femme que vous voyez. Cannes est une femme. Ce soir-là, Laurent Gérard est dans la salle et ne perd pas un mot du discours du maître de cérémonie. Très vite, sa prestation lui inspire une parodie particulièrement mordante. Bonsoir, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, signori e signori, madame Mouk. Cannes, c'est une femme. Cannes is a woman, c'è una donna, trabaja la mujer. Cannes, qui chaque année accueille ses stars aussi retouchées que délurées. Cannes, la seule ville d'octogénaire où les touristes tueraient pour monter les marches plutôt que de prendre l'ascenseur. Il va assez loin dans le délire, c'est-à-dire que c'est même plus Lambert Wilson. C'est tout à coup quelque chose en soi d'autonome où Laurent Gérard fait rire juste avec la création d'un personnage. Cannes, avec ses festivaliers plus ou moins VIP, very important person. Il y a ceux qui dorment au Martinez et ceux qui dorment chez Martinez. Cannes, qui cette année fêtait son 70e anniversaire, 70th anniversary. C'est toujours intéressant d'imiter une forte personnalité parce que il y a beaucoup plus d'aspérité. Quelqu'un comme Lambert Wilson a beaucoup plus d'aspérité que, je sais pas, qu'Édouard Philippe, par exemple. En 2017, alors que la nouvelle présidentielle se profile, Laurent Gérard va trouver des aspérités à une autre personnalité qui se révèle pendant la campagne. Il s'agit d'un berger béarnais qui très vite se fait remarquer. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, il est formidable, Jean Lassalle, formidable. Ce type qui, contre vents et marées, arrivé du Béarn, poussant presque sa charrue, avec son béret, vient. Il est nature, quoi. C'est un mec bio. Il est bio, Jean Lassalle. Et on va redonner confiance. Et à la France, et aux autres. C'est un personnage qui est éminemment sympathique. J'ai vu un document où il disait « Votez pas pour ces couillons ». J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. Ah, je disais, ils vont vous baiser. Et même, je disais des fois, même aux dames,
qu'on me comprenne, est mal. Des fois, vous savez, en politique, la politique telle que je l'ai apprise moi-même, je n'ai pas fait sciences politiques. Moi, j'ai fait l'école normalement, donc je n'ai pas un acquis très solide, mais je pense que la politique, c'est de l'émotion. Allez, on le salsifie, oui, il est le salsifie. Puisque Jean Lassalle est un candidat atypique, Laurent Gérard va régulièrement l'imiter dans l'émission de radio dans laquelle il sévit chaque matin depuis quelques années. Bonjour Jean Lassalle. Guarda le tête de con, i miei propri, quand brutte i miei propri, et puis voilà, aussi réintroduire l'os et les loups dans les montagnes, au bout du con. Ce reproche ne m'avait jamais été fait auparavant. Et il y avait une petite qui disait un soir à sa grand-mère en me regardant, « Oh, moi j'aime beaucoup le grand, mais je comprends rien à ce qu'il dit. » Mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, la France, Jean Lassalle, on a voté Jean Lassalle. Vous savez, les Français, des brebis comme des brebis, impaysanisés, bout du camp, tonton, pourquoi tu tousses? Mais surtout, cette présidentielle crée une nouvelle onde de choc. Le 23 avril 2017, les deux grands partis politiques historiques français s'effondrent au premier tour du scrutin. Une fois encore, Laurent Gérard réagit instantanément et ironise sur la défaite de la gauche en parodiant Le cimetière des éléphants, le classique d'Eddie Mitchell. Les socialistes sont à la peine. On n'entendra plus Ségolène. Ça repose les tympans. Y a plus de militants, plus personne dans les rangs. Le gros teinté s'en décharger. J'ai besoin, on les a pulvérisés. Le PS, les militants. Bienvenue au cimetière des éléphants. Merci, monsieur Eddy. L'imitateur distribue les coups et n'épargne évidemment pas François Fillon, également battu dès le premier tour de l'élection suite au scandale de l'affaire visant sa femme, le Penelope Gate. La droite récolte moins de 20% des suffrages. Laurent Gérard adapte donc un autre succès d'Eddie Mitchell, La dernière séance. La lumière vient déjà, et la droite est laminée. Fillon l'a eu dans le baba, sa bonne femme l'a fait couler. C'était leur dernière séquence, c'était leur dernière séance, et tous les républicains sont tombés. Bye bye, Sarko tout excité, et Fillon le curé, bien fait. Et le grand vainqueur de ce dégagisme est un homme encore inconnu un an plus tôt qui va affoler toutes les statistiques, Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! En devenant le 25e président de la République française, il entre instantanément dans l'histoire. D'autant plus qu'il s'est lui posé vraiment dans une fonction très jupitérienne de l'exercice du pouvoir. Donc il est très très loin du président normal qui était François Hollande. Si cette victoire est riche de symboles, c'est aussi qu'Emmanuel Macron devient à 39 ans le plus jeune président de la République. Et l'image du nouveau chef de l'État avec sa femme Brigitte, de 25 ans son aînée, faisant leur entrée à l'Élysée, défraie la chronique. Parce que Brigitte Macron, c'est un personnage essentiel aux côtés d'Emmanuel Macron, parce que l'un est indispensable à l'autre, et que c'est la première fois, au fond, qu'on a un couple aussi fusionnel à l'Élysée. Voilà, c'est un peu la République des Ken. C'est beau. C'est notre Kennedy de Picardie qui présente bien. On sent qu'avec Hollande, on avait touché un peu le fond. Là, on s'attaque directement à la forme avec Macron.
Pour aborder la jeunesse du président, Laurent Gérard a l'idée de parodier l'émission phare de Jacques Martin dans les années 90, L'école des fans, rendue célèbre pour ses interviews d'enfants. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Docteur. Ah, docteur. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur? Les sous. Les femmes. C'est dit. Je veux devenir docteur, il y a du pognon et on voit des femmes à poil, hein? Cette émission dont on a de la difficulté à imaginer le succès que c'était, le succès de toute façon qu'avait Martin à l'époque, c'était gigantesque. Quand on parle d'un artiste grand public, c'était ça. Et Laurent a débuté avec Jacques Martin. Donc il connaît ça par cœur. Et alors, comment s'appelle ce monsieur? Ah bon. Comment tu le trouves? Moche. T'as craché. Hein? T'as craché. Mais pourquoi tu me craches dessus? Tu me craches dessus. Alors on se crache dessus mutuellement, quoi. Bah oui, bah comme des fous. Comme des fous. Je l'appelle, je dis ouais, tiens, j'ai une idée, et puis il fait ah ouais, moi aussi j'ai une bonne idée si on faisait Macron avec l'école des fans. Ah, je sais pas, je vais aller penser, c'est génial. Donc on s'était pas consulté et il y avait donc c'était évident quoi. Si deux sales gosses ont l'idée de faire une bêtise commune, ça peut être qu'une bonne bêtise. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Plus fort. On n'entend rien, l'appareil de Drucker n'est pas branché. Emmanuel! Oui. Quel joli prénom, Emmanuel. Tu es grand pour ton âge, dis donc. Hein? Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école de la République. C'est moi le plus jeune de la classe, je suis en CP. En cours préparatoire? Non, en cours de présidence. Et tu as une petite copine à l'école? Oui, c'est une copine. C'est qui ta copine? Hein? Tu es timide, hein? C'est qui ta copine? C'est la maîtresse. La maîtresse. Comme c'est mignon. Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, moi c'est vrai, c'est ma copine, c'est vraiment ma maîtresse, quoi. On vit ensemble, elle s'appelle Brigitte. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, mon petit Emmanuel? Une chanson pour réunir tous les Français, une promesse que je suis sûr de tenir, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi, avec Brigitte et tous mes amis, on ira. Tous les frondeurs, Fillon le voleur, même Sarkozy, Hollande et Julie, on ira tous au paradis. Ensemble, À l'aube de ses 50 ans, Laurent Gérard continue de porter un regard incisif sur l'actualité politique, culturelle et télévisuelle. En cette fin d'année 2017, il va parcourir la France entière avec un nouveau spectacle dans lequel rien ni personne ne sera épargné. Comme par exemple Marc-Olivier Fogiel dans cette nouvelle version du Divan. Imaginons si Serge Gainsbourg était l'invité du Divan de Marc-Olivier Fogiel à notre époque. Bonsoir, Serge Gainsbourg, bonsoir, Serge Gainsbourg, bonsoir, bonsoir Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg, bonsoir, Serge Gainsbourg, je vais vous demander d'arrêter de fumer, déjà c'est interdit de fumer à la télévision, oh, ça fait coff, coff, coff quand on tousse. Et en plus, vous allez faire des trous dans mon joli divan Stark tout rouge, Serge Gainsbourg, merci d'arrêter de fumer. Et ta gueule, petit gars, t'as rien compris. Tocard. La fumée, c'est ce qui conserve la viande. Et l'alcool, c'est ce qui conserve les fruits. Je vais pas te
montrer ma queue non plus, non? Oh. Nul doute que les événements à venir donneront toujours plus de matière à Laurent Gérard pour continuer à dépeindre son époque. La galerie de portraits constituée par Laurent Gérard sur 20 ans, 25 ans, 30 ans est impressionnante. Ça défile devant vous la plupart des personnages qui ont occupé la scène publique. Quand le spectacle est terminé, les bravos envolés. Ce qui est très fort, c'est qu'il se moque des ridicules de notre temps et que lui est porté par d'autres valeurs qui sont celles du music hall, qui sont celles des artistes, du talent. Avec un soupçon de nostalgie, Laurent Gérard n'aura de cesse de rendre hommage à ses idoles tout au long de sa carrière, achevant chacun de ses spectacles par un hommage à la chanson française. C'est un très bon chanteur, Laurent. On parle de l'imitateur, mais c'est un très très bon chanteur. Quand il imite les artistes, certaines fois, il les imite aussi parce qu'il les aime. Je traîne dans ce théâtre, dont le cœur continue de battre, même s'il bat au ralenti. Il ne fait pas de concessions, il travaille à sa façon et ça marche. La tête encore tout embrumée, je rentre et je pense à d'autres miracles et je rêve à d'autres spectacles. Demain tout va recommencer. Parce que j'aurais jamais la prétention de dire qu'on a essayé de changer quoi que ce soit, ni de faire ça pour pour qu'on laisse une trace, mais on est content quand même que certains sketchs soient encore là.